Dans cette vidéo, je vais vous dire comment on vit avec une sclérose en plaques. C'est une question que peuvent se poser les personnes qui connaissent un sépien ou une sépienne parmi leur entourage. Et souvent, j'ai remarqué que l'entourage n'ose pas en fait poser des questions directement à la personne concernée, soit par pudeur, soit de peur de la blesser, voilà. Donc je me suis dit, je vais réfléchir à savoir comment je répondrais si on me posait la question comment on vit avec une sclérose en plaques. Quelles sont mes difficultés et bref. Alors, déjà, j'ai envie de commencer par répondre que la vie avec une sclérose en plaques n'est pas pareil si on souffre d'une forme rémitante ou d'une forme progressive. Dans la forme par poussée, la forme récurrente rémitante, qui fait partie des 80% des personnes ont cette forme-là, eh bien on a des rémissions. Donc on a des moments de crise, la survenance de poussée, et des moments où tout va bien. Où on a des rémissions, donc cette période de rémission, finalement, au tout début, quand la maladie débute, on récupère tout. Et petit à petit, la maladie peut s'aggraver au fil du temps et basculer dans le mode secondairement progressif. Et il y a aussi des formes bénignes. Je vous dis après, je vous dirai ce qu'on m'a dit pour moi, qui sont rares quand même, où il y a 1 à 2 poussées dans toute sa vie. Alors, j'ai envie de dire que quand on souffre d'une sclérose en plaques bénigne, à la limite, on ne le sait même pas. On ne le sait pas parce que c'est compliqué à diagnostiquer une sclérose en plaques très légère, ce qui a été mon cas pendant des années. C'est pour ça qu'on a pu me dire que au début du diagnostic, j'avais une forme bénigne. Parce que si on voyait que ça faisait plus de 20 ans que j'avais la maladie et que j'étais encore debout sans traitement, bon, j'ai pas une forme sévère. Sauf qu'au moment où on a diagnostiqué la maladie, elle commençait à atteindre les jambes, la motricité, et elle commençait à devenir un peu plus active. Voilà. Et elle est passée en mode secondairement progressive, où là, il n'y a plus de poussée, donc plus de crise. Donc une poussée, c'est l'apparition ou la réapparition de troubles neurologiques qui durent plus de 24 heures. Et donc, quand on passe en mode secondairement progressif, il n'y a plus de période de rémission. Il n'y a plus de poussée, mais il n'y a plus non plus de période de rémission. Donc ça va être une crescendo en continu. Et malheureusement, pour l'instant, la recherche n'avance pas beaucoup. Ils ont des traitements pour la forme rémitante, donc on arrive à réduire la fréquence des poussées, ce qui au long cours est très bien, parce que ça évite d'avoir un handicap qui s'installe. Mais pour les formes progressives, que ce soit d'emblée progressive ou secondairement progressif, eh bien, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est détruire le système immunitaire pour bloquer un peu l'attaque de la myéline. Et quand il n'y a plus de myéline, eh bien, ça attaque directement l'axone. Voilà, en gros, ce qu'est une sclérose en plaques progressive. Alors, pour les formes d'emblée, ça veut dire qu'il n'y a pas de premier stade avec des rémissions et des phases de poussée. C'est directement, dès qu'on a, ce qu'on peut avoir l'impression que c'est une poussée au début, dès qu'on a un premier signe neurologique, eh bien, on ne va pas revenir en arrière. Voilà. Bon, après, il y a des formes un peu ténues, un peu transitionnelles, on va dire, où on peut être, au moment où on passe à la phase secondairement progressive, on peut avoir des moments où on a encore des poussées. Moi, ça a été mon cas. Pendant 3 ans, j'ai eu des poussées et c'est pour ça que j'ai eu la Copaxone, qui était mon traitement de fond, et qui est toujours mon traitement de fond parce qu'il y a toujours un risque de pousser, même si je suis en phase secondairement progressive. Voilà. Alors comment on vit avec cette maladie? Justement, la réponse est différente selon le type de sclérose en plaques dont on souffre. Quand on a une sclérose en plaques rémitante, les périodes qui sont difficiles, ce sont les périodes où on est en poussée. Alors on va se poser la question, est-ce que je suis en poussée, Et avec le temps, on apprend à soi-même s'auto-diagnostiquer, même s'il faut toujours aller voir son neurologue. Mais au tout début, on ne sait pas forcément ce qui est une poussée. D'ailleurs, moi, j'ai vécu plusieurs poussées sans savoir, puisque je ne savais pas que j'avais la maladie. Et donc, c'est difficile. En période de poussée, c'est difficile parce que on n'est pas bien. Donc, les troubles neurologiques sont différents selon chaque poussée. Une poussée, ça va dépendre de la localisation de l'inflammation
c'est l'attaque de la myéline, hein, c'est une maladie auto-immune qui attaque la myéline. La myéline, c'est la gaine de protection des fibres nerveuses. Et c'est comme si vous avez un câble, et le câble, il est dénudé. Et donc, la flux nerveux ne passe plus bien. Et donc, si on a, par exemple, une zone dans le cerveau ou la moelle épinière qui localise une correspondance, par exemple, si dans le cerveau, ça atteint le problème visuel, ça touche les nerfs ophtalmiques, à ce moment-là, on va avoir une névrite optique, une baisse d'acuité visuelle sur un œil en général, rarement les deux. Et ça peut durer 15 jours et si on ne fait rien, ça peut parfois partir spontanément ou pas. Moi, quand ça touchait la motricité, ça ne partait pas spontanément. Par contre, au tout début, oui, quand j'ai eu un exemple de poussée, c'était donc des troubles de sensibilité, hein, quand ça atteint ça faisait un type de picotement, et c'était au niveau de l'abdomen que je ne sentais plus ma peau. Une fois, ça m'est arrivé de ne plus sentir, vous touchez votre crâne et vous ne sentez plus la peau, ça fait trop bizarre. Des troubles visuels, des troubles urinaires, enfin tout peut être touché puisque ça dépend de la localisation au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Donc les poussées sont des périodes difficiles à vivre. Souvent, on doit faire des boulies de cortisone, c'est-à-dire la cortisone en perfusion, cortisone à haute dose, puisque c'est entre 500 mg et 1 g par jour, pendant 3 jours, voire 5 jours. Voilà, donc ça c'est compliqué. Après, quand on est en période de rémission, bien on a l'impression d'être à nouveau normal. Quand je veux dire normal, c'est qu'on n'a pas de maladie. Et puis quand la poussée survient, ça nous flingue un peu, quoi. On se dit, mince, c'est vrai, j'ai une sclérose en plaques. Après, quand on est au tout début de la maladie, bien sûr, il y a cette période où il faut arriver à l'acceptation de la maladie, ce qui nous fait passer par différents stades, qui sont ce qu'on appelle les stades du deuil. Hein. Donc on a au départ le déni. Enfin, après, on n'est pas obligé de passer par toutes ces phases. Hein, et puis on peut passer par une phase, puis revenir, enfin bref. Mais bon, il y a la phase du déni, la phase de la colère, de la tristesse, de la dépression, du marchandage aussi, ça c'était avant, de l'acceptation et enfin ce qu'on appelle maintenant la phase de l'appropriation où on apprend à bien connaître sa maladie pour bien vivre avec, voilà. Et il y a des fois où même si on accepte, entre guillemets, accepter, ça ne veut pas dire se résigner à avoir la maladie. Il y a toujours des moments où on est en rogne contre cette maladie, où on est en colère, ou par exemple si on se met à tomber, si on a une chute, que ça peut arriver, eh bien à ces moments-là, on peut être triste et en colère, que pourquoi ça tombe sur nous, pourquoi cette maladie elle nous arrive, voilà. Donc il y a des moments où ça va, ça vient, quoi, comme on dit la chanson. Donc vivre avec cette maladie, c'est devoir faire avec les poussées qui peuvent survenir n'importe quand, même si avec le temps on se rend compte que souvent c'est au moment du printemps, de l'été, voilà, au moment des beaux jours, ça arrive. Moi c'était toujours pareil. Voilà, en hiver j'avais pas de poussées, j'en avais surtout en printemps ou en été. Voilà, après dans la phase sauvegarde progressive, moi je ne peux pas parler des périodes qui l'ont d'emblée progressive puisque je n'ai pas eu cette forme-là. Eh bien, au début je me suis dit, ouais super, plus avoir de poussées, je vais plus avoir à faire des boules de cortisone parce que ça j'avais beaucoup de mal à les supporter. Et puis rapidement on réalise que ben non, c'est pas mieux parce que plus de poussées c'est très bien, mais enfin progressif c'est quand même on a l'aggravation de la maladie petit à petit. Alors moi ce que je vois, j'ai pas une forme sévère en ce sens qu'il y a des, même si on dit que la maladie c'est pas une maladie mortelle, mais il y a des cas qui peuvent être très graves. Et ça, c'est vraiment très rare hein, quand même. C'est que autant les formes bénignes c'est très rare, autant les formes très sévères c'est aussi très rare. Et là, ce sont des gens qui sont alités, qui peuvent peut-être même plus parler. Enfin bon, mais là c'est vraiment des cas extrêmes. Hein. On rencontre peu quand même, mais ça peut arriver. Et dans la vie au quotidien, quand même, donc pour la 80% des personnes donc, qui ont une forme rémitante, eh bien, il y a aussi des symptômes qui deviennent chroniques, comme par exemple le signe premier qui, moi, est apparu en dehors de tout autre signe, c'était la fatigue.
la fatigue chronique. Et comme j'ai dit à l'émission Allô Docteur, c'est une fatigue qui est très mal comprise parce que la plupart des gens eh bien, vont comparer avec la fatigue qu'eux ressentent. Or, la fatigue de la sclérose en plaques est une fatigue quand même assez atypique, en ce sens qu'elle est chronique, donc elle est en permanence, et avec des hauts et des bas dans la journée. Et par la période de poussée, on peut avoir une fatigue qui s'installe dès le matin, on se réveille, on ne se comprend pas. Je viens de sortir d'une nuit de sommeil, où tout s'est bien passé, et puis ben, je suis fatiguée déjà, ou alors on s'épuise rapidement, au moins un petit effort. On n'a pas obligé de faire un effort pour être épuisé. Moi, je sais qu'après le repas, je suis fatiguée. J'ai plus d'énergie le matin que l'après-midi. Le soir, voilà, si on me demande de sortir, je sais qu'il va falloir que je me repose un peu. L'après-midi, je suis obligée de faire une petite sieste. Bon, après, quand je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, c'est pire que moi, c'est-à-dire que moi, il y a une sieste de 3/4 d'heure. À la limite, des fois, je me contente d'une demi-heure. Mais j'ai besoin d'une sieste chaque jour. Et je me disais, ah, c'est pénible et tout. Mais il y a une fois, j'ai un gars qui m'a dit, mais moi, la sieste, je la fais, elle est de 2 à 3 heures, quoi. Et sinon, ça va pas. J'ai de la chance, finalement. Parce que moi, je me contente de dormir 7 heures dans la nuit et 1 heure de sieste. Je me couche très tard, en fait. Souvent, je me couche jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, quoi. Et réveillée à 9 heures. 9 heures, 9h30. Bref. Voilà, donc, il n'y a pas une forme de sclérose en plaques identique, comment dire. Il n'y a pas une sclérose en plaques valable pour tout le monde, en ce sens que même si je vous ai expliqué les différents types de sclérose en plaques, on le vit différemment chacun d'entre nous. Et c'est pas parce que moi là je viens de vous répondre comment je vivais la maladie que la personne que vous connaissez le vit de la même manière. Je sais que la fatigue chronique est un symptôme très fréquent de la maladie, à peu près 80% des personnes en souffrent, et c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser. Et ça nous isole un peu des autres, parce que si la personne vous l'invitez à sortir et qu'elle vous dit je peux pas parce que je vais être trop fatiguée, eh bien ça a la peine souvent, hein, elle ne fait pas exprès. Et encore plus si on nous traite de fainéants, alors ça c'est le summum, quoi. Parce que non seulement on doit faire avec la maladie, mais en plus on ne comprend pas. Voilà. Ça c'est ce qui est difficile dans cette maladie. C'est que souvent les malades ils disent qu'on ne les comprend pas. Moi c'était le cas quand on ne savait pas que j'avais cette maladie, quand je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques. Et que je disais j'ai ça, et on me dit ah c'est bon. Ah, Christelle, il faut lui donner un coup de pied dans le cul parce qu'elle exagère, elle s'écoute trop. Et quand on ne s'écoute plus, c'est là où on peut partir dans le côté, non pas option de la force, mais ben voilà, la fatigue chronique, si on n'écoute pas, elle vous rattrape. Hein. De toute façon, moi je me souviens, il y a certaines fois où j'ai essayé de la surmonter, donc on ne fait pas la sieste, voilà. Eh bien, je finissais à me mettre à trembler parce que ça n'allait pas du tout, à avoir des malaises, donc il ne faut pas faire ça. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut pas vous écouter. C'est faux, c'est faux. Donc voilà ce que j'ai à dire sur comment on vit avec la maladie et comment on vit avec une maladie, une sclérose en plaques progressive, où il n'y a pas de rémission. Il y a des moments où on a des hauts et des bas au niveau du moral, c'est sûr. Quand on se rend compte que, bien, par exemple, il y a 10 ans, je pouvais encore faire ça, maintenant je ne peux plus le faire. Des fois, ça nous met mal de devoir faire appel à l'extérieur. Bon, j'ai une aide de vie depuis que ma mère en fait est décédée, parce que c'est ça en fait, depuis la famille de ma mère qui a été un peu ma canne, enfin je sais pas comment dire ça. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée. Les proches nous aident, c'est bien, les aidants familiaux, mais il faut pas aller trop loin non plus, parce qu'après, il faut pas que nos proches s'épuisent, se sacrifient. Moi, je l'ai fait pour mes parents. Ma mère, je pense pas qu'elle l'ait fait pour moi, parce que voilà, on s'est dit mutuellement. Mais d'avoir une aide extérieure qui est une aide professionnelle, c'est quand même mieux. Mais le problème, c'est que voilà, que ce soit vos proches qui vous aident, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Et pareil, quand il y a le professionnel avec qui on tisse des liens d'amitié, parce qu'au bout de 5 ans, on se connaît, ça peut aussi avoir des inconvénients. Ça a des avantages, mais des inconvénients. Parce que voilà, après, on ne sait plus, je l'ai invité à dîner, à déjeuner, j'invite mon père à déjeuner, il est encore chez lui, hein. De temps en temps, il y a de sa maison de retraite, je l'invite à déjeuner, et puis j'invite l'aide de vie à manger avec nous. Et là, je me dis, elle est là en tant qu'amie ou en tant qu'aide de vie? Elle est là elle a un peu les deux casquettes. Et du coup, c'est un peu perturbant parce qu'on ne sait plus. Après, à la fin, on a la facture où, bah oui, je t'ai fait payer les 6 heures que j'ai passées avec vous, parce que
même au moment où j'ai mangé avec vous. Et donc ça c'est un peu difficile parce qu'on se dit, bon, finalement, cette personne qui vous aide, c'est une personne proche ou c'est un professionnel? Et quand c'est un peu les deux, c'est compliqué. Il y a des fois, je me souviens, où en période hivernale, où l'hiver c'est un peu plus compliqué à vivre toute seule avec cette maladie, eh bien, elle venait le soir et elle me faisait le repas, elle m'aidait à faire le repas, et des fois on discutait, des fois elle était là juste pour me parler, parce que ça fait du bien de ne pas être toujours toute seule. Et là, je me suis dit quand même, on rigole, elle rigole aussi avec moi, je veux dire, c'était dans les deux sens, c'était pas juste moi qui me confiait, elle se confiait aussi à moi. Je l'aidais pour certaines choses, je l'écoutais et tout. Je vais pas dire que je jouais à la psy, mais bon. Et bien là, je me dis, bon ben là, attends, si elle me fait payer ce moment-là, moi ça me dérange, parce que j'estime que le temps qu'on passe ensemble, c'est un temps parce qu'on en a envie, et pas parce que je la paye, quoi. Même si j'ai droit, dans le cas de la PCH, à avoir un temps de vie sociale, voilà. Donc ça, c'est ce qui est dérangeant dans cette maladie. Et voilà, et quand on trouve donc, cette forme de sclérose en plaques, eh bien, on se retrouve donc à mobilité réduite qui nous force un peu à plus de solitude parce que quand on veut sortir en dehors de la période de Covid-19, c'est facile, on prend la voiture, on sort, on prend le tram, mais nous, quand on a une mobilité réduite, c'est plus compliqué, surtout que là, moi, je vis un peu dans une prison dorée. Quand j'aurai mon appartement, ce sera plus proche du tram, j'aurai moyen de sortir toute seule. Là, rien que pour aller à la voiture, il faut qu'il y ait quand même de l'espace à marcher. Bref, voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager pour si vous avez d'autres personnes qui se posent la question de comment on vit avec une sclérose en plaques. À bientôt!